D'abord, je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse de répondre à cette invitation pour une réunion dont le titre est toujours aussi cryptique, et je pense que je vais devoir consacrer les quelques minutes qui me sont données à expliquer un peu ce que vous faites ici, ce que je fais ici, ce que nous faisons tous ensemble autour de ce concept de hiéroglossie. Comme vous le voyez, c'est la troisième journée, le troisième colloque consacré à ce thème. Le premier a eu lieu en 2015 maintenant. Le second, c'était l'an dernier, en 2016, excusez-moi, et 2015-2016, et le troisième aujourd'hui. Alors, tout d'abord, un peu d'explication de vocabulaire. Je ne suis pas entièrement responsable du mot, puisqu'il a été au moins utilisé de façon indépendante par un autre chercheur spécialiste de l'Afrique, dans un sens tout à fait différent. J'entends le mot hiéroglossie comme un terme très commode, surtout qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Et pour commencer, je ne crois absolument pas, enfin d'ailleurs rien n'empêche de le croire, mais ce n'est pas mon cas, qu'il y ait des langues sacrées en soi et des langues saintes en soi. Ce que je voulais appeler du terme de hiéroglossie, c'est l'ensemble de relations qui se nouent autour de certaines langues qui constituent des sortes de noyaux, de centres, sur lesquels se modèlent d'autres langues. Le principe général étant que toute langue, en quelque sorte, a une certaine vocation, a l'ambition d'acquérir une certaine sainteté, une certaine sacralité, soit de soi-même, et c'est souvent une seconde étape dans le développement des conceptions de telle ou telle langue, soit en absorbant, en quelque sorte, en étant influencé par la sacralité, la sainteté présumée d'une langue sur laquelle elle se fonde. Je suis parti de moi-même d'un cas très précis, et c'était l'intitulé de ma leçon inaugurale du Collège de France, que j'ai appelé la hiéroglossie japonaise. Le Japon est en effet un exemple extraordinairement clair de ce phénomène, puisque, comme vous le savez, et je me permets donc de résumer ici les choses, mais selon moi et selon d'autres personnes, alors qu'au Japon même de tout temps, on a opposé langue chinoise et langue japonaise, langue chinoise, langue d'importation, langue sacrée, langue de prestige. Le terme de langue sacrée ne se trouve pas à l'égard de la langue chinoise. Mais ce que l'on découvre en examinant d'un peu plus près l'histoire des relations entre les deux langues au Japon, puisque les deux langues ont été cultivées jusqu'à l'époque moderne, eh bien, c'est qu'il y a eu un effort conscient, un travail conscient de la part des lettrés japonais pour japoniser le chinois, mais de telle façon qu'il devienne extérieurement comme une langue sans rapport avec le chinois. Et l'on a opposé les deux dimensions linguistiques, Kan-Wa, n'est-ce pas, la Chine d'un côté, le Japon de l'autre, alors qu'en réalité, il y a un dialogue constant entre les deux. Et ce qui fait le lien entre les deux dimensions de la langue, ce qui a permis aux Japonais d'apparaître comme alors je reprends le mot une altération ou un démarquage du chinois, mais de façon originale et viable, c'est la religion, c'est le bouddhisme. C'est le bouddhisme qui n'est pas chinois, qui est d'origine bien sûr indienne, mais qui n'est passé au Japon que par l'intermédiaire des écritures chinoises. C'est le bouddhisme qui a justifié en quelque sorte l'indépendance, la prise d'indépendance de la langue japonaise. Cela se voit très bien au cours des âges. Et puisque au début, les écritures chinoises sont lues au Japon en langue chinoise, enfin en langue chinoise prononcée à la japonaise, et puis peu à peu, par l'intermédiaire de la poésie japonaise étant, ne l'oublions pas, inventée par les dieux japonais. Donc la langue japonaise, qui est le support de la poésie, est une langue divine dès l'origine. Et la poésie bouddhique japonaise, transcrivant les doctrines sino-indiennes, confère une sacralité, un sens
original, profond, indépendant à la poésie japonaise. Et cela va de pair avec un processus religieux très intéressant qui se retrouve aussi dans d'autres cultures, mais peut-être de façon moins visible qu'au Japon, c'est l'assimilation entre les divinités, enfin entre les entités bouddhiques sino-indiennes d'un côté et les divinités japonaises, les kami de l'autre. Il y a au cours du Moyen-Âge japonais, à l'époque disons autour du Xe siècle pour faire simple, se développe l'idéologie selon laquelle les divinités autochtones japonaises ne sont que des émanations des Bouddhas. Et la langue japonaise, qui est donc la langue de ces divinités, devient automatiquement, en quelque sorte, une transposition dans le monde, dans la dimension cosmologique japonaise de la parole du Bouddha elle-même, qui est indienne d'origine. Et les Japonais savent qu'elle est indienne. Si bien que le japonais rassemble en lui la sacralité du sanskrit, qui est considérée comme la langue du Bouddha au Japon, et le prestige du chinois. Alors c'est à partir de cela, et tout cela est fondé aussi sur l'écriture. Et cela est pertinent pour notre réunion d'aujourd'hui, puisque l'écriture chinoise a été utilisée de tout temps au Japon, mais toujours japonisée. C'est-à-dire qu'on l'a toujours prononcée à la japonaise. Il n'y a de très rares exceptions près sur lesquelles on ne peut pas entrer ici. Le Japon a toujours été un pays où l'on ne parlait que japonais, mais où l'on écrivait chinois ou japonais selon les cas, et comme je vous l'ai dit, jusqu'à l'époque moderne. Et ce phénomène est vraiment tout à fait repérable, analysable au fil du temps, au fil des siècles, et c'est ce qui m'a donné l'idée de définir cette relation linguistique, langagière japonaise que j'estimais, sinon originale, du moins extraordinairement manifeste dans le cas japonais, que j'ai eu l'idée d'en faire une sorte de modèle pour les relations entre les autres grandes langues de l'Eurasie. Et nous avons commencé donc, à appeler ce phénomène hiéroglossie, non seulement dans le cas japonais, mais essayer de définir d'autres aires culturelles, au moins en Eurasie, n'est-ce pas? Parce que si on commence à parler de l'Amérique précolombienne et tout cela, c'est des choses tout à fait autres. Et en même temps, je me suis aperçu que quelqu'un d'aussi prestigieux et je rougis je ne me compare pas à lui, mais disons que je le regarde de loin, mais de haut, du bas vers le haut, c'est Sheldon Pollock, que vous connaissez peut-être, le grand sanskritiste Sheldon Pollock, s'était posé à peu près la même question et l'avait étudiée de façon bien plus ample dans son livre Language of the Gods in the World of Men, n'est-ce pas, sur le sanskrit, où il examine toute la relation entre la langue sanskrite et les diverses langues indiennes et périphériques de le Tibet et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Sheldon Pollock, dans un premier temps, avait parlé, alors tout à fait indépendamment, bien sûr, et avait suggéré le nom de hyperglossie, hyperglossia, pour définir ce phénomène. Donc c'est à peu près la même chose que ce que j'appelle l'hiéroglossie, sauf que Sheldon Pollock insistait beaucoup plus sur l'aspect politique que religieux de la chose. C'est quelque chose sur lesquelles nous pouvons revenir, bien sûr, tout au long de ce colloque. Et puis, à cause du fait que le mot hyperglossie, hyperglossia, est employé en médecine pour désigner une maladie de la langue, il a laissé tomber cela pour le remplacer par un mot qui a eu depuis un grand succès à cause des travaux de Sheldon Pollock, ce qu'il appelle le cosmopolitan language, c'est pas la langue cosmopolite, ce qui serait tout à fait intéressant, ce qui est bien sûr, ce qui définit très bien une partie de cette relation hiéroglossique, qui est la relation politique, les langues d'empire qui s'étendent et qui influencent les différentes langues, mais qui ne rend pas compte, à mon sens, du phénomène hiéroglossique lorsqu'il est à l'intérieur d'une culture. Par exemple, en Arménie, en arménien, vous avez jusqu'au XIXe siècle, on cultivait l'arménien classique
en opposition à l'arménien moderne qui existait déjà dès l'époque médiévale, mais on ne peut pas parler évidemment de cosmopolitisme dans ce cas, puisque c'est une référence à l'intérieur d'une seule culture. On trouve la même chose au Japon aussi, puisque vous avez le japonais moderne et opposé au japonais classique. Et il y a encore la querelle, oui, on peut dire la querelle des langues au Japon à la fin du XIXe siècle a été très importante pour savoir si l'on continuait d'utiliser le japonais classique, qui était tout à fait viable pour transposer la modernité, ou bien si l'on faisait comme les langues occidentales et que l'on adoptait une langue parlée, la langue parlée de la capitale. Donc vous voyez, là aussi on ne peut pas parler de cosmopolitisme puisque c'est à l'intérieur d'une seule culture. Alors, à partir de ces différents phénomènes, nous avons essayé d'élargir la question. Lors du premier colloque hiéroglossie, nous avions réuni plusieurs personnes qui avaient travaillé d'une part sur le Moyen-Âge latin, d'autre part sur l'Empire ottoman et le monde arabo-persan, donc qui revient un peu à ce que nous faisons aujourd'hui, sur l'ère tibétaine et sur les langues de l'Inde. L'année dernière, en 2016, avec mon collègue François Massé, nous sommes restreints, si je peux dire, au monde, à l'univers sino-japonais et à l'univers, au monde antique et médiéval. Et Florence Dupont nous a fait l'honneur et l'amitié de participer à ce colloque. Et je dois dire que ces travaux, en particulier son merveilleux recueil d'essais sur façon de parler grec à Rome, est un modèle qui peut constituer un modèle pour expliquer ce qui s'est passé au Japon aussi. C'est-à-dire, disons que les Japonais écrivaient en chinois comme les Romains écrivaient en grec ou cultivaient le grec. C'est-à-dire, ce n'était pas, là encore, l'aspect politique est tout à fait différent, n'est-ce pas? On ne pouvait pas parler de suprématie politique de la Grèce sur Rome, c'était même le contraire, mais c'est l'aspect de prestige, voire religieux, qui comptait. Et les Romains faisaient du grec comme les Japonais faisaient du chinois. C'était un colloque tout à fait inspirant. Et c'est pour cela que nous n'avons pas encore publié les actes. Je vous apporte comme preuve le recueil des actes de hiéroglossie 1 qui seront, j'espère, publiés dans le courant de cette année. Les actes de hiéroglossie 2 sont pratiquement prêts. Il reste encore 2 ou 3 essais à trouver. Et c'est pour vous encourager, ne craignez rien, hiéroglossie 3 sera publié aussi. Et je remercie alors aujourd'hui mon collègue Franz Grenet de m'avoir aidé à préparer ce troisième volet. Pourquoi avons-nous choisi ce thème? Alors, à l'origine, c'était persan et syro-araméen pour plusieurs raisons, et nous l'avons étendu aussi à la langue arabe, puisque presque naturellement, si j'ose dire. Le point de départ, et ça nous ramène à notre phénomène sino-japonais, c'est un intérêt tout à fait aigu pour un phénomène que tout le monde connaît, mais que j'avais découvert il y a quelque temps aussi, le fait que en persan, en palévi, en persan médiéval, on utilisait les termes araméens, qui étaient alphabétiques, bien sûr, enfin, sans entrer dans les détails d'alphabet et alphabet parallèle. Enfin, on utilisait les termes araméens en quelque sorte comme des idéogrammes, n'est-ce pas, munis de terminaisons persanes et que l'on prononçait en langue persane, alors que la logique phonétique voudrait qu'on les prononce en araméen. C'est exactement, mutatis mutandis bien sûr, ce qui se passe dans l'écriture japonaise avec les caractères chinois. Les caractères chinois sont au Japon susceptibles d'au moins 2 lectures. Une lecture
sinisante, enfin qui vise à reproduire la phonétique chinoise tout en la modifiant considérablement, et une lecture explicative. Donc vous avez une lecture phonétique et une lecture explicative qui vous donne, qui est une sorte de traduction. Et c'est cette lecture explicative qui supporte les particules grammaticales japonaises, puisque le chinois et le japonais sont des langues entièrement différentes, de structures complètement différentes, et le japonais a une sorte de structure, disons, de langue agglutinante. Et ce système que l'on croit souvent unique au Japon, et il est sans doute unique à l'époque moderne, était très proche de ce qui s'est passé dans le monde persan, iranien, à l'époque ancienne. Et c'est à partir de cela, donc comme base, disons, non dite, subliminale, cette analogie tout à fait intéressante et qui demande bien sûr à être infiniment précisée, que nous sommes partis sur l'idée de faire le colloque d'aujourd'hui. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont accepté de le faire, un peu comme je vous le disais tout à l'heure, à l'aveugle, mais je me suis aperçu que tout naturellement les thèmes qui ont été proposés par ceux qui ont accepté de venir s'inscrivaient parfaitement dans ce débat qui est toujours la relation, donc la relation fondée religieusement, on pourrait dire, fondée de façon sur les textes, sur la transmission des textes religieux, mais qui demande très vite à devenir indépendant. Je voudrais, avant de terminer, évoquer plutôt, mais invoquer par ailleurs, deux exemples qui me semblent tout à fait intéressants de ce phénomène dans deux endroits tout à fait différents. J'avais découvert les travaux d'une africaniste qui s'appelle Madame Tal Tamari, qui travaille sur deux domaines, d'une part sur l'histoire des classes sociales ou des castes en Afrique, et de l'autre sur la transmission des textes musulmans dans le monde bambara, entre autres. Et lorsque l'on lit, elle a fait de nombreuses enquêtes presque de terrain dans les écoles, dans les madrasas musulmanes du Mali, entre autres. Et ce qu'elle relate des méthodes d'enseignement m'avait proprement stupéfié, parce qu'on avait quasiment quelque chose qui avait dû se produire dans les monastères bouddhiques japonais entre le 7e et le 10e siècle, jusqu'à ce que le système soit bien établi. C'est-à-dire que, et non seulement dans les monastères bouddhiques, mais dans les écoles que j'appellerais, enfin, disons, confucianistes japonaises, où l'on étudiait l'écriture chinoise. C'est-à-dire que, selon la description de Madame Tamari, dans ces écoles, on lisait le Coran, bien sûr en langue arabe, et puis il y avait une sorte de traduction orale, une sorte de targum, faite dans la langue locale, et peu à peu, ces traductions orales devenaient des segments de phrases ou de vocabulaire figés, associés à tel ou tel mot arabe ou telle séquence arabe. Ce qui fait qu'une langue qui était parfaitement orale au départ, enfin je pense ne pas trahir Mme Tamari en disant ça, restait langue orale, mais une langue orale qui se modelait sur une langue écrite et qui développait des automatismes, des traductions en quelque sorte automatiques, exactement comme les lectures explicatives japonaises, qui ont peu à peu structuré la grammaire, la grammaire du Bambara ou du Shanghai ou d'autres langues, sur le modèle arabe. Et c'est devenu une sorte de dimension religieuse de ces langues ce qui a fait que lorsque les missionnaires chrétiens sont venus dans ces pays traduire la Bible dans les différentes langues, tout naturellement, le vocabulaire religieux ou les tournures disons, coraniques se sont
ont été prises pour traduire les tournures bibliques. Vous voyez, c'est tout à fait un système hiéroglossique tel que je le conçois, et c'est exactement ce qui s'est passé, enfin exactement, toujours mutatis mutandis au Japon, puisque par le phénomène que je vous ai décrit tout à l'heure, il y a eu une sorte d'automatisme, je parle vraiment avec des guillemets, d'automatisme de traduction du chinois, et lorsqu'on a traduit la Bible au XIXe siècle en japonais classique, on a repris quasiment des pans entiers de cette grammaire de traduction sino-japonaise pour traduire la Bible dans un style religieux. Cela va très loin, jusque dans l'emploi des pronoms personnels, par exemple, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Voici un exemple tout à fait intéressant de relation hiéroglossique que l'on peut quasiment mettre en parallèle à des siècles de distance et à des milliers de kilomètres d'intervalle. L'autre phénomène est beaucoup plus récent, et ça m'a aussi beaucoup étonné. J'ai vu qu'on a publié tout récemment un recueil, un missel corse avec une vie de saint, avec une vie des saints corse, en bilingue latin-corse, n'est-ce pas, en 2017. La messe en latin n'est pas à l'ordre du jour, je pense. Je ne pense même pas que ce soit fait dans un contexte de catholicisme traditionnel, mais on voit à la lecture de ce livre que, sautant l'étape italienne, certains milieux corses disons, je ne veux pas dire identitaire ni indépendantisme, enfin en tout cas qui veulent définir une entité culturelle corse, se rattachent directement à la langue latine, c'est-à-dire qu'ils refont le travail, le processus médiéval, n'est-ce pas, de nationalisation de la tradition latine, de façon accélérée en quelque sorte, pour définir une langue corse indépendante. Alors voici quelques exemples de hiéroglossie. J'espère que nous ferons un jour une hiéroglossie 37 sur le corse et le latin. Mais c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, comme ce phénomène global, me semble-t-il, mérite l'intérêt. Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir relevé le défi d'aujourd'hui. Et nous allons... Alors, nous regrettons beaucoup l'absence de notre collègue Samra Zarnouch, qui est prise par ailleurs, mais qui nous a promis de participer aux actes, n'est-ce pas, puisque, comme je vous l'ai dit, le point de départ était cette relation araméo-persane que nous allons examiner au moins dans les premières parties d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, et je vais maintenant céder la parole avec joie à nos collègues Franz René.